Les Nations Unies ont déclaré 2025 Année internationale des coopératives. Les coopératives construisent un monde meilleur. 3 millions de coopératives dans le monde contribuent à un avenir durable. Elles emploient 280 millions de personnes et elles démocratisent le développement économique et social. Aujourd'hui, nous recevons une sommité du domaine coopératif, Colette Lebel. Intronisée à l'Ordre du mérite coopératif et mutualiste québécois, Colette Lebel a contribué à de nombreuses missions de coopération internationale. Une présentation de la coopérative C'est sûr, animée par Christine McCarthy. C'est sûr, c'est une communauté qui s'unit pour réussir. Bonjour Colette, ça va bien? Ça va très bien, je te remercie. Toi aussi. Merci beaucoup d'être venue aujourd'hui pour l'entrevue. Premièrement, j'aimerais ça te féliciter. J'ai entendu dire que tu as été intronisée au 4e degré de l'Ordre du mérite coopératif et mutualiste. Exact. Félicitations. Mais est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ça veut dire quoi? Oui. En fait, c'est le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité qui regroupe toutes les coopératives au Québec, là, les Desjardins, les coops funéraires, les coops d'habitation. Toutes les coopératives et les mutuelles d'assurance sont réunies sous l'égide du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité. Et c'est eux qui, à chaque année, remettent ces prix-là, ces décorations-là qu'on appelle l'Ordre du mérite coopératif. Il y a 4 degrés à ça. Et c'est pas nouveau. C'est depuis 1948 que ces prix-là sont offerts annuellement. Et ça vise simplement à encourager les coopérateurs et les coopératrices à contribuer au succès du mouvement, puis à récompenser ceux qui contribuent et qui rendent service. Alors, j'ai eu cet honneur-là. Mais toutes mes félicitations, c'est vraiment le fun. Puis je suis vraiment contente d'avoir une honorable personne comme toi pour venir faire l'entrevue. C'est fantastique. Mais en 2025, est-ce que les coopératives, est-ce qu'elles sont encore toujours d'actualité? Plus que jamais. On se rappellera, en 2012, l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, avait décrété que 2012, c'était l'année internationale des coopératives. Et c'était la première fois mondialement là, qu'on mettait le projecteur sur les coopératives. On commençait à se dire, coudonc, il y a peut-être quelque chose d'intéressant dans le monde coopératif pour régler nos problèmes mondiaux. Et donc, pendant cette année-là, 2012, les coopératives ont célébré l'année internationale. Ça leur a donné de la visibilité. On a donc fait des gains de notoriété quand même assez intéressants. Et là, c'est suffisant pour que l'ONU, encore en 2025, récidive et dise, voici, 2025, ça va être encore une année internationale des coopératives parce que on se rend compte que autant dans le développement durable, dans l'inclusion sociale, dans l'inclusion économique et même la paix dans le monde, tous ces problèmes-là, les coopératives peuvent vraiment jouer un rôle significatif là-dedans. Donc, c'est très, très d'actualité. Moi, je dis souvent que le 21e siècle, ça va être le siècle des coopératives. Ah, parfait. Excellent. Mais ça fait plaisir à entendre. Puis, pour retourner au début, c'est quoi exactement une coopérative? Bon, alors une coopérative, c'est des gens qui décident de travailler ensemble pour se donner des services, pour se donner des infrastructures, pour se donner du travail, bref, pour répondre à des besoins qu'ils ont en commun. Donc, on veut répondre à des besoins communs, mais pas que ça, à des aspirations communes aussi. Trop souvent, là, les coopératives, on disait les filles de la misère, là. C'était pour les pauvres, là. Okay. Mais on se rend compte de plus en plus que chez les jeunes, notamment aujourd'hui, moi, je vois beaucoup de jeunes qui fondent des coopératives simplement parce que ils ont des aspirations communes, ils ont des missions qui les fait vibrer, qui donnent du sens et ils veulent participer à ça. Donc, c'est à la fois des besoins communs ou des aspirations communes. Et comment on réalise ces besoins et ces aspirations? C'est au moyen d'une entreprise collective qu'on se donne. Donc, c'est des gens qui se retroussent les manches, qui se disent, nous, on ne demandera pas la charité, là. On s'organise nous autres mêmes, on contribue, puis on fonde une coopérative. Et la coopérative, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'elle ne sera pas administrée un peu n'importe comment, là, parce qu'il y a des principes et des valeurs qui sont universellement reconnus et qui vont guider la prise de décision dans les coopératives pour s'assurer qu'on garde le cap sur notre belle mission. OK, c'est bon. Ça fait que donc, en termes d'impact social et économique, le système coopératif versus le système traditionnel a certains avantages. Beaucoup d'avantages. D'abord, faut se rappeler que la coopérative, c'est un regroupement de personnes par rapport aux autres types d'entreprises qui c'est des regroupements de capitaux. Donc, on voit qu'il va y avoir une différence majeure. On peut se permettre dans la coopérative d'agir avec une logique de service
alors que dans les autres types d'entreprises, c'est une logique de profit. Donc ça vient beaucoup changer la donne, ça vient donner beaucoup d'avantages sur le plan social. Sur le plan social, d'abord, la coopérative offre un réseau d'appartenance et d'entraide. Donc, vraiment, ça rend l'espace social beaucoup plus convivial. Il y a des valeurs d'inclusion, d'équité. Donc, tout le monde a sa place dans la coopérative. On pourrait parler aussi de tout l'aspect éducatif de la coopérative. On n'en parle pas souvent, là, mais quelqu'un qui décide de devenir membre d'une coopérative, il décide de devenir propriétaire d'une entreprise à quelque part. Et il est amené à donner son avis sur les orientations, sur ce qu'on va faire avec les excédents. Donc, vraiment, c'est une école, la coopérative. Et ceux qui décident de faire un pas de plus puis d'aller au conseil d'administration, là, ils savent comment gérer une entreprise. C'est très, très, très formateur. Des fois, c'est difficile de trouver des administrateurs pour venir siéger à la coop, mais une fois qu'ils sont là, ils veulent plus partir. Il y a vraiment une force d'attraction. Les gens aiment ça. C'est un très beau milieu de développement personnel et collectif. Mais c'est un milieu où on peut grandir. Effectivement. Puis on pourrait ajouter aussi l'avantage économique, parce que là, j'ai parlé du social, mais l'avantage économique, c'est que ça nous donne l'accès à la propriété. La plupart des membres pourraient pas se payer tout seuls ce qu'ils possèdent collectivement. Hein. Donc ça aussi, ça permet de prendre place dans l'économie à la mesure de ses capacités, bien sûr. Est-ce que tu peux partager un exemple concret d'une coopérative puis de son impact qu'elle a eu sur la communauté? Oh, il y a beaucoup de beaux exemples à donner. Ceux qui me viennent le plus rapidement, c'est lorsque j'ai fait quelques missions de coopération internationale en Afrique. J'ai vu, moi, des femmes au Sénégal, en Côte d'Ivoire, qui, grâce à la coopérative qu'ils avaient formée, ben ça leur générait des petits revenus et ça leur permettait d'envoyer leurs enfants à l'école, d'avoir accès aux services de santé, d'avoir un petit peu de prise aussi dans la vie politique de leur collectivité. Donc, tout ça, ça redonne de la dignité à une collectivité. Donc, c'est très, très, très sain. Mais on pourrait parler du Québec aussi, là. Au Québec, là, c'est un grand territoire, le Québec. Puis, bon, il y a les milieux urbains, mais on a beaucoup de campagnes. Et les coopératives agricoles ont vraiment accompagné l'occupation du territoire. Ce qui fait que nos territoires sont bien occupés, que l'agriculture est encore bien répartie dans le territoire. C'est beaucoup grâce à la coopérative, parce que les grandes compagnies, c'était pas toujours aussi payant pour eux autres de rester dans les petites places. Donc, ils fermaient boutique et c'est les coopératives qui ont permis de conserver l'occupation du territoire un peu partout. Et on pourrait parler encore à la campagne de ces magasins coop aussi, où les grandes bannières fermaient parce qu'il y avait pas assez de volume. Et puis, c'est les gens qui décident, ben, on va se prendre en charge puis on va s'organiser pour le garder, notre magasin. Ben, ça a un impact vraiment génial. Ça empêche de faire des kilomètres pour aller s'approvisionner en épicerie. Oui, exactement. J'imagine aussi que l'événement de la pandémie, ça a fait une grosse impact, à savoir là, d'être capable de travailler localement puis d'avoir nos services locaux déjà disponibles. C'est là qu'on a vu l'importance de la robustesse de la filière. Puis les coopératives, là, ils sont robustes dans la filière parce qu'ils sont ancrés dans le territoire. Donc, ben, ça m'amène à ma prochaine question. Fait que les coopératives, comment est-ce qu'elles peuvent aider à la transition, justement, d'une économie encore plus durable et encore plus résiliente? Il n'y a pas de réponse universelle là, parce que chaque environnement a ses propres défis à relever. Mais ce qu'elle a de particulier, la coopérative, c'est qu'elle appartient à une collectivité, elle est ancrée dans le territoire. Ça veut dire qu'elle constitue un réservoir de connaissances fines du territoire. C'est des gens qui l'habitent, là. C'est pas des actionnaires là qui ont une business dans une ville. C'est des gens qui habitent un territoire et qui y exercent des activités économiques. Ça veut dire que c'est les mieux positionnés pour trouver les solutions qui conviennent à ce milieu-là en particulier. Et dans tous les cas, la transition va certainement demander beaucoup de coordination. Ça va nous demander de changer des règles, des habitudes. Ça va demander des robustesses de filière et tout ça. Et à cet égard-là, la coopérative, parce qu'elle a des pratiques démocratiques, ben ça va beaucoup faciliter l'acceptation sociale. Parce que quand on est tous ensemble, qu'on réfléchit puis qu'on prend des décisions, ben après ça, l'exécution, elle est beaucoup plus rapide et efficace parce que les gens se sont appropriés. Et la coopérative, c'est ça qui permet de s'approprier les décisions. Fait que donc, dans le fond, la coopérative aujourd'hui, par exemple, c'est pas un modèle dominant. Puis si on regarde là, les livres, tout ça, ce qu'on peut lire, ce qu'on peut rechercher, il y a pas beaucoup d'auteurs qui s'est intéressés à la coopérative. Fait que c'est quoi que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu peux Moi, quand je réfléchis à ça, je me dis si les coopératives sont si peu
présente dans les journaux d'affaires, mettons, c'est parce que on n'utilise pas les bons indicateurs pour mesurer l'importance. Nos indicateurs là, c'est les gros chiffres d'affaires, c'est les profits, c'est bon. Puis ça, c'est pas le but de la coopérative. Les coopératives là, c'est petit train va loin. Ça fait pas trop de vagues, mais ça dure dans le temps. Hein. Il y a beaucoup d'enquêtes qui ont été faites puis qui ont démontré que les coopératives sont au moins 2 fois plus pérennes que les autres types d'entreprises. Okay. Fait que ça, c'est très, très rassurant pour les membres de coop. La coop, elle pourra pas faire l'objet d'une offre publique d'achat. Il n'y a pas un Chinois qui va pouvoir acheter votre coopérative. Donc, c'est ça. C'est une question d'indicateur, tout comme le fait qu'on reproche parfois aux coopératives d'être lentes, parce que c'est démocratique, on dit que c'est lent. Oui, mais si on regarde d'un autre côté, la lenteur, c'est parfois un gage de stabilité aussi, hein, parce que quand on y va lentement, on prend le temps de préparer, de discuter, de s'approprier tout le monde ensemble. Mais c'est ça. Quand on regarde dans le monde économique, nos lunettes sont pas les bonnes, c'est pas la bonne grille d'analyse. Mais bonne nouvelle, quand on regarde d'autres disciplines, on se rend compte que la coopération génère beaucoup d'intérêt à l'heure actuelle. Alors les biologistes ils reconnaissent aujourd'hui que c'est la coopération bien davantage que la compétition qui est le véritable architecte de milliards d'années d'évolution et d'innovation. Si on regarde dans le domaine de la santé, moi j'ai lu des études qui ont été faites par des docteurs aux États-Unis qui relient directement l'espérance de vie à l'appartenance à un réseau. Alors là, hein, allons-y dans les coopératives, il y en a un réseau pour nous là-dedans. Troisième aspect, les neurosciences qui se développent beaucoup à l'heure actuelle. Alors, ils ont fait des tests de résonance magnétique là, sur le cerveau et ils ont réalisé que l'acte de coopérer s'en va stimuler les petits récepteurs de bonheur et de jouissance dans le cerveau. Ah, wow! On aime ça, coopérer. Pourquoi s'en priver? Exactement. Ah, ben mon Dieu, c'est encourageant. De joindre l'utile à l'agréable. Ben c'est ça. Là, évidemment, les sciences travaillent en silo, mais bientôt, ils vont s'apercevoir que, oups, tout le monde s'intéresse à la coopération, puis le milieu des affaires va sûrement se réveiller à un moment donné. Mais c'est vrai aussi qu'aujourd'hui, là, je vais bifurquer un petit peu de notre liste de questions, mais il y a beaucoup de critiques sur le fait que notre système économique c'est pas viable. On est en train d'épuiser nos ressources puis tout ça. Fait que si j'entends bien ce que vous me dites, la coopération, c'est vraiment une solution pour oui, on fera pas des profits énormes, mais on va avoir une belle vie stable, puis tout le monde va pouvoir avoir une vie qui est plaisante et aussi enrichissante dans le sens où on va tous y trouver notre profit. Oui. Oui, on dit une société conviviale dans un environnement florissant. Ah. C'est ça, les coops. Puis, OK, fait que ma prochaine question, c'est est-ce que les coops, c'est toutes des OBNL? Ah, confusion ici, là. Non. Les coopératives ne sont pas des OBNL, c'est différent. Il y a des choses qui sont pareilles. Tant des coopératives que les OBNL, ils ont une mission sociale et c'est basé sur des valeurs d'entraide. Mais ce qu'il y a de différent, c'est que la coopérative, c'est une structure qui appartient à ses membres. C'est un magasin qui appartient à ses membres, une caisse populaire qui appartient à ses membres. Alors qu'une OBNL n'a pas d'appartenance aux gens qui sont avec elle. Deuxième chose aussi, c'est que la coopérative, c'est une entreprise économique qui doit être autonome et indépendante, d'après nos principes, et donc qui doit être rentable. Et là, c'est peut-être de là que vient la confusion, là, parce que la coopérative n'est pas une organisation sans but lucratif, mais elle n'est pas non plus à but lucratif. Parce que l'argent dans la coop, c'est le moyen, ce n'est pas le but, ce n'est pas la fin. Donc, on peut pas dire qu'on est des organisations à but lucratif, mais on n'est pas des organisations sans but lucratif non plus. On utilise l'argent pour réussir notre mission sociale. Mais est-ce que c'est possible pour une coopérative d'être reconnue en face du gouvernement comme une OBNL? Ah ben voilà, ça c'est une entourloupette qu'on n'a pas le choix de faire parce que au gouvernement leur formulaire c'est des petites cases puis les coops rentrent pas dans les petites cases des fois. Alors ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut démontrer par exemple, C'est sûr est un très bel exemple, c'est une coopérative de solidarité qui a déjà prévu dans ses statuts qu'elle ne redonnerait pas de ristourne à ses membres. Et donc, il y a plutôt un fonds de développement social qui va être affecté à encourager des organisations dans le milieu, ceux que les membres voudront bien encourager. Donc, à cet égard-là, une coopérative peut être considérée comme une OBNL pour les programmes gouvernementaux. Et puis, les coopératives, elles jouent un rôle pour lutter contre les inégalités économiques. Et c'est quoi ce rôle-là?
C'est tellement vrai que ça vient rééquilibrer tout le côté économique. C'est que c'est des véhicules de coopération, hein, et c'est unique ça parce que on nous a depuis la tendre enfance qu'on nous dit qu'il faut être compétitif puis on se compétitionne entre nous. Ben c'est que la compétition ça produit des relations gagnant-perdant. Hein. Mm-hmm. Quand on compétitionne, il y a un gagnant puis les autres c'est ça. Et ça contribue donc à une concentration de la richesse entre quelques mains. Alors que la coopérative, elle est là pour le bien commun. Donc, les relations qu'elle crée, c'est des relations gagnant-gagnant, où tout le monde qui veut participer, tout le monde est inclus. Donc, c'est très, très égalitaire, c'est accessible à tous. Donc, c'est clair que ça vient diminuer les inégalités. Et on peut ajouter à ça les excédents. S'il y a des excédents qui sont réalisés, c'est les membres en assemblée générale qui vont décider comment on les affecte. Par exemple, c'est sûr, votre fonds de développement social, est-ce que c'est telle organisation cette année ou telle autre, ou qu'est-ce qu'on va faire avec pour encourager là, la santé du milieu? Donc, c'est vraiment, ça vient rééquilibrer en effet tout le côté économique dans les collectivités. Puis, en quoi les valeurs coopératives influencent-elles la façon dont les membres qui font partie de cette coopérative-là vont prendre les décisions et la gestion de leur coopérative? C'est que les valeurs coopératives, elles sont très, très précises. Hein. C'est pas n'importe quoi. Elles sont précises, sont explicitées, elles sont partagées puis reconnues mondialement. Donc ça, c'est très, très, très générateur de confiance. Quand on est dans une coopérative, on sait c'est quoi les valeurs, puis les valeurs, c'est ce qui guide les décisions. Donc déjà là, ça réduit l'incertitude, ça réduit le risque, parce qu'on connaît nos règles du jeu. On est une coop, on sait que ça veut dire telle valeur d'inclusion, d'équité et tout ça. Donc, c'est clair que ça vient préciser et faciliter la participation des membres, parce qu'elles savent sur quoi on s'entend, puis sur quelle base on prend nos décisions. Puis maintenant, en 2025, comment on fait pour attirer les jeunes vers une coopérative tout en gardant là, ces mêmes valeurs-là qui sont si importantes pour nous? Alors, c'est justement ça. L'important, c'est de garder ces valeurs-là. Parce que il y a des études qui ont été faites auprès des jeunes par justement le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité. Et on s'est rendu compte que les valeurs des jeunes, c'est exactement les valeurs que véhiculent les coopératives. Mais ils ne le savent pas toujours. Hein. Il reste à faire. Donc, faut faire connaître davantage nos valeurs puis montrer le lien avec ce que les jeunes attendent aujourd'hui dans leur vie. Et faut pas avoir peur aussi de les solliciter. Moi, j'ai une petite anecdote que j'aime bien raconter. Quand j'ai commencé dans les coopératives agricoles, j'avais justement pour mandat d'aller voir la relève, là, comment on peut les attirer davantage. Et j'étais tombée sur une étude où on avait fait une enquête auprès des jeunes qui étaient membres et des jeunes qui n'étaient pas membres. Et on leur demandait à ceux qui n'étaient pas membres, pourquoi vous n'êtes pas membre de votre coop agricole? Et la réponse qui avait attiré le plus de crochets, c'était parce qu'on m'a jamais sollicité. Alors ça nous retourne à nos responsabilités d'aller au-devant, puis d'oser demander. Puis je pense que c'est souvent ça. Quand on n'ose pas demander, les gens ils sentent pas qu'ils sont aussi bienvenus que ça. Mais aller demander à quelqu'un, ce serait le fun que tu sois avec nous dans la coop, telle chose que tu pourrais apporter. C'est valorisant. On a peut-être plus de chances d'attirer des gens en leur disant, ce serait le fun que tu sois avec nous. On n'ose pas. On pourrait changer ça. On pourrait changer ça facilement, je pense. Quels défis les coopératives doivent-elles relever pour être capables de rester justement viables et compétitives? Moi, je dis souvent qu'une coopérative vaut ce que valent ses membres. Hein? Donc, il faut que les membres soient engagés. Ça prend un engagement. Et pour ça veut dire qu'il faut que dès l'entrée, dès que quelqu'un devient membre de la coop, qu'il sache c'est quoi la coop, c'est quoi ses droits, ses devoirs, ses avantages et tout ça. Donc, un programme d'intégration à l'entrée pour sensibiliser les membres. C'est beaucoup de l'éducation coopérative. Et aussi pour ceux qui vont dans les conseils d'administration, une bonne formation parce que faut administrer des entreprises. Donc, ça passe beaucoup. Moi, je dis que la clé, c'est l'éducation. Autant dans les pays en Afrique comme ici, là, c'est toujours l'éducation la sensibilisation qui va faire que ça va bien fonctionner. Et ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est de prendre le temps d'entretenir nos réseaux. Hein. Ça, les gens aiment plus ça sortir. On est toujours sur Teams, puis à travers écran et tout ça. Mais à travers écran, la chimie passe pas beaucoup. Hein. Puis on se dit pas non plus des petites choses superflues qu'on pourrait se dire sur le coin d'un café. T'sais. Donc les rencontres sociales, malgré que ça gobe du temps, faut prendre le temps pour entretenir ces liens-là. C'est très précieux.
Fait qu'est-ce que vous avez des petits conseils à donner à nos membres là, pour maximiser leur impact social et leur impact environnemental? Ben, je leur dirais de sortir, de créer des liens. Oui, puis d'être à l'écoute aussi de la collectivité, là. Saisir toutes les occasions de projets communs qu'on peut faire, même si c'est pas avec d'autres coops, là. On peut coopérer avec des non-coops aussi, là. C'est comme ça que ça se propage, la coopération, hein. Donc, il faut vraiment saisir toutes les opportunités parce que c'est ça qui crée un tissu social dans une région puis qui fait que les gens sont bien puis que on vit plus longtemps. Fait que, dans le fond, ce que je t'entends dire aujourd'hui, c'est la coopérative, c'est une occasion d'être soi-même, de montrer ses talents, de prendre ses talents pour augmenter le standard de vie de pas juste soi, mais de la communauté en général, de pouvoir participer, de pouvoir être plus en santé, de pouvoir être plus heureux parce que ça donne un petit bonheur quand on fait de la coopération. Puis de faire tout ça, puis en même temps d'avoir les services dont on a besoin primordialement parce que c'est des services que nous, on a démontré, qu'on a déterminé, puis que là, on peut combler. Quelle belle conclusion. Si toi, tu aurais un autre mot de la fin, j'apprécierais beaucoup. Ah, ben moi, mon mot de la fin, ce serait de changer de mindset, là, en français, d'état d'esprit, là, ou de manière de penser. On nous a toujours dit d'être compétitif, puis il faut se compétitionner. Moi, je dirais, il faudrait que notre mode, par défaut, soit la coopération. Puis si on voit qu'on se fait jouer, ben là, c'est sûr, on ne se laisse pas manger la laine sur le dos. Mais a priori, coopérons, puis la plupart du temps, les gens se révèlent très dignes de la confiance qu'on leur accorde et se mettent à coopérer eux aussi. Ah, c'est parfait. Ben, je te remercie beaucoup, Colette, d'être venue. Un grand plaisir. Très plaisir de parler avec toi aujourd'hui. Bonne chance, ça, c'est sûr. Merci.